La fin des illusions dans lemonde.fr du 12 octobre 2021. Pétrole. Déclaration du président et chef analyste de Wood Mackenzie. Simon Lowers, l'une des 3 agences d'intelligence économique les plus réputées du monde du pétrole. Déclaré fin 2020, le monde se dirige peut-être en somnambule vers une pénurie d'approvisionnement. Début février 2021, la directrice générale de la stratégie du groupe Total, Elay Christopherson, évoquait un déficit de 10 millions de barils par jour à l'horizon 2025 pour faire face à la demande. Depuis le milieu des années 80, les découvertes annuelles de pétrole conventionnel sont systématiquement inférieures aux extractions de pétrole. Et les pays pétroliers en déclin sont nombreux. L'Afrique est globalement en déclin, l'Algérie et le Nigeria constituent des cas particulièrement préoccupants, y compris, bien sûr, pour leurs voisins européens. Le prochain grand pays pétrolier dont la production va décroître bientôt est la Russie. L'Europe, qui s'approvisionne en brut pour moitié auprès du pays producteur promis au déclin, risque fortement de manquer de pétrole au cours des années qui viennent et à coup sûr au cours des années 2030. Gaz. Extrait d'un article dans le journal Les Échos du 5 octobre 2021. Pour le gaz, c'est aujourd'hui évident, le gisement néerlandais de Groningue va bientôt fermer, les réserves de la Norvège et de l'Algérie s'amenuisent vite, la Russie joue au chat et à la souris avec le reste du continent et l'Asie achète le gaz naturel liquéfié à prix fort, alors que la demande est en forte hausse du fait de la sortie du charbon et du développement des renouvelables intermittents. Charbon. La situation vue par David Friedley, expert américain du système énergétique chinois dès 2015. Le secteur est confronté à un certain nombre de tendances défavorables, notamment l'épuisement des réserves orientales et le déplacement général vers l'ouest des nouvelles bases d'extraction, loin des centres de demande, la forte dépendance à l'égard d'exploitations souterraines, plus de 90%, l'augmentation des coûts d'investissement par tonne de capacité, la diminution des rendements de la mécanisation, désormais presque complète, la baisse de la productivité en termes de tonnes extraites par heure personne après des décennies d'augmentation, une baisse de la rentabilité, une forte augmentation du nombre d'entreprises déficitaires et enfin une baisse de l'ROI, le taux de retour énergétique en termes de consommation d'énergie directe dans l'extraction du charbon par rapport à la valeur énergétique du charbon produit. Minerais et métaux. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2040, la demande mondiale de cobalt sera multipliée par près de 4,5, de nickel par 3, de lithium par près de 25, ou encore par 2,5 de la demande de néodyme, l'une des principales terres rares nécessaires en particulier pour les aimants permanents des éoliennes en mer. Toujours selon l'agence, la production des principales mines de cuivre actuelles a déjà atteint un pic ou devrait le faire au début des années 2020 en raison de la baisse de la qualité du minerai et de l'épuisement des réserves. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Inde, plus de charbon pour alimenter les centrales dans lefigaro.fr du 10 octobre 2021. Le charbon alimente près de 70% de la production d'électricité de l'Inde et représente environ les 3/4 des combustibles fossiles qu'il utilise. Le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, a mis en garde samedi 9 octobre 2021 contre une crise imminente de l'électricité dans la capitale indienne. Estimant que certaines des principales centrales au charbon de la ville ne disposent plus que d'à peine une journée de stock. Les pluies de la mousson ont inondé les mines de charbon et perturbé les réseaux de transport, faisant flamber les prix internationaux du charbon, comme ceux en Inde. À la fin septembre 2020, les centrales au charbon en Inde disposaient d'un stock moyen de 4 jours, au plus bas depuis des années. Après la Chine, l'Inde est confrontée à une crise énergétique majeure. Écologie, un mot au trop dans ardeur.net du 30 avril 2020. Selon le philosophe Alain Dénéo, le mot écologie de trop, il nous encombre. Il nous fait voir double, voire trouble. Au XVIIIe siècle, l'économie de la nature désignait l'organisation des interactions entre les humains et leur milieu. Cette économie pensait la relation féconde entre tous les éléments du vivant. L'économie était écologique par essence et associée des deux termes économie et écologie aurait relevé de la tautologie. Puis les économistes vont annexer le mot pour le dévoyer en le connotant de notions comme performance, rendement, concurrence, compétition, productivité. Ainsi, l'économie est devenue la trame opérationnelle du capitalisme. Privé du mot économie, il a fallu inventer le mot écologie, un mot sans histoire, sorti du champ de l'économie. L'écologie ne permet pas de penser le problème en termes politiques et c'est tout le problème. On parle en effet d'écologie politique, comme si essentiellement l'écologie n'entrait pas dans le champ politique, comme si elle était par essence et par naissance dépolitisée ou apolitique. Toutefois, les classes dominantes ont de nouveau annexé ce mot pour en faire un discriminant du type « les classes populaires n'ont aucune conscience ni aucun savoir sur les enjeux environnementaux. On est éco-citoyen ou on n'est pas ». Que n'a-t-on entendu sur l'absence de considération écologique des Gilets jaunes? Or, le capitalisme écologique est intrinsèquement un oxymore. Peint en vert, il a servi la nature, donc les humains.
Le combat culturel n'est cependant pas perdu. Il convient de parler d'économie au sens du XVIIIe siècle pour poursuivre le combat politique avec les mots qui conviennent. Greta Thunberg, l'inaction climatique est un choix délibéré dans Reporter.net du 13 octobre 2021. Quelques extraits de l'entretien donné par Greta Thunberg à NBC News, Reuters et The Nation, à propos des discours qui ne sont pas suivis d'actes. Comme nous avons pu le constater depuis des décennies et comme nous continuons de le constater aujourd'hui, on substitue les paroles à l'action. Imaginez ce qui se passerait si un seul pays commençait à agir comme s'il s'agissait d'une urgence, mais malheureusement, il n'en existe aucun aujourd'hui. À propos de la nécessaire connaissance des peuples. On ne pourra pas réellement changer les choses sans le soutien des populations de la planète. Mais comment avoir leur soutien alors qu'elles ne sont pas au courant de toutes les retombées du dérèglement climatique et que leurs dirigeants ne considèrent pas la crise comme une véritable urgence? Dans de nombreuses régions du monde, la volonté d'agir des peuples est sous-estimée. À propos des effets délétères de l'inaction. Nous constatons déjà les effets dévastateurs de l'inaction et de l'attente. Si nous continuons comme ça, la situation ne fera qu'empirer. Beaucoup plus de vie, de moyens, de subsistance et d'écosystèmes seront perdus. Et un grand nombre de ces dommages seront irréversibles. C'est clair que des populations en souffrent déjà aujourd'hui et que la situation ne fera qu'empirer et s'amplifier tant que nous choisirons d'attendre. Il faut comprendre que l'inaction climatique est un choix délibéré. À propos des COP. Ces COP telles qu'elles existent actuellement ne mèneront à rien à moins d'une pression publique massive. Je crois quand même qu'elles ont le pouvoir de changer les choses puisque tant de personnes s'y réunissent pour trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Dans l'état actuel des choses, ça ne mène à rien parce que tout ça, ce n'est que du blablabla. Ce ne sont que des négociations et des discours vides, des discussions interminables qui sont rarement suivies d'action. À propos des trahisons. On parle beaucoup de trahison envers les jeunes et les générations futures, mais il y a aussi la trahison des pays les plus riches envers les pays les plus pauvres, des personnes les moins touchées envers celles qui sont le plus touchées. On n'est pas seulement en train de voler l'avenir de nos enfants, on est aussi en train de priver des millions de personnes dans le monde de leur présent. À propos de l'impuissance. Pour l'instant, on ne fait que répéter le même message comme un disque rayé, puis on descend dans la rue pour répéter ce même message parce qu'il n'a toujours pas changé. Nous devons le répéter jusqu'à ce que les gens comprennent. C'est notre seule option. Si on trouve d'autres moyens de communication qui fonctionnent mieux, on pourra éventuellement se diriger vers ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on continue d'agir comme on l'a fait jusque-là. Quand les empoisonneurs condamnent les empoisonnés dans Basta Moya du 25 février 2021. En 2020, Valérie Murat, fille de viticulteur, avec son association Alerte aux toxiques, analyse 22 bouteilles de vin issues pour la plupart de domaines bordelais. Elle cible des vins affichant la certification HVE, haute valeur environnementale, ou se référant à une pratique vertueuse. Les résultats des analyses publiées en septembre dernier montrent que toutes les bouteilles contiennent des molécules, 7 en moyenne, considérées comme des perturbateurs endocriniens potentiels. Dans 11 bouteilles, des traces de substances classées CMR probables, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, ont été mises en évidence. 9 bouteilles renferment au moins un des fongicides dits SDHI. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux dépose plainte pour dénigrement collectif à l'égal de la filière. Le 25 février 2021, le tribunal reproche à Valérie Murat d'avoir fait le choix d'une communication volontairement anxiogène, sans aucune explication sur le mode de dangerosité d'une substance ni sur les taux constatés. Or, selon la biologiste et l'endocrinologue Barbara Demenet du CNRS, pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui compte, ce sont les mélanges, les effets cocktails, même de substances mesurées en dessous des seuils qui sont dangereux. Le lobby pinardier a fait la loi, le tribunal n'a fait que le dire. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.